Bonsoir, bonsoir. Et alors, on va commencer comme on a notre habitude maintenant, par présenter le programme de ce soir. Alors, ce soir, ça va être un petit peu un épisode standalone, on va dire. Et parce que il n'y aura pas de stream vendredi prochain ni le vendredi d'après, donc vendredi prochain, parce que le week-end je serai pas là et que du coup ça me paraît compliqué de faire un stream le vendredi soir. Et le vendredi d'après, on l'a déjà dit, c'est parce qu'il y a Mexpo et qu'il faudra aller là-bas pour préparer. Donc la semaine dernière, on avait vu débuter avec FreeCAD, c'était le stream numéro 4. Cette semaine, je comptais donc faire quelque chose d'un peu standalone comme je l'ai dit. On va retourner sous KiCad, hein, pour ceux qui aiment la radio, tout ça électronique. On va commencer par détailler, chose dont j'avais déjà parlé la première fois, la création d'un composant complexe, c'est-à-dire avec des pads spécifiques. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir si vous commencez à faire du microstrip, des structures sur PCB. Ça peut être utile. On va parler un peu de placement de composants, de règles d'intégrité, et s'il y a le temps, on fera une petite introduction à la simulation. Expliquer un peu les grands principes de fonctionnement, ce qui permettra d'introduire le stream d'après. Plus un détail de la simulation, mais alors lui, pour encore que je vois, parce qu'il y a pas mal de boulot de mon côté avant de vous présenter ça, surtout pour synthétiser ça sur une période de temps assez courte. Voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par faire un composant complexe. Ah, si alors. Petit détail, merci à JBLB. La semaine dernière, quand je monterai FreeCAD, j'ai dit que je savais pas comment faire pour avoir un sketch qui colle directement à un objet extérieur. Alors, on va reprendre ça, je vais vous remontrer rapidement, parce qu'effectivement, c'est assez pratique. Donc si par exemple on reprend le pilier, hop, ah non. Donc c'est vrai que en fait ce qu'on peut faire, je sais pas si vous vous rappelez, hein, donc on sélectionne une face, on crée un dessin dessus. Et en fait effectivement ici il y a un bouton qui s'appelle créer une comment dire, on va appeler ça un support sur une géométrie externe. En fait on peut cliquer dessus, et si on clique là sur le cercle, vous voyez, il a créé une ligne à laquelle on peut s'accrocher automatiquement. En gros, il a créé une projection sur le plan de ce qu'on a sélectionné. Et on voit ici que ça devient un objet du plan sur lequel on peut s'attacher. Donc voilà, à retenir cette fonction bien utile. Merci JB, depuis que je l'utilise, je vais beaucoup plus vite. Donc c'est ici. Create an edge linked to an external geometry. Voilà. Alors, si jamais vous entendez du bordel dans mon stream, vous inquiétez pas, c'est les voisins. Comme il commence à faire froid, l'isolation du bâtiment est nulle. Donc, pas d'inquiétude. Donc voilà. Donc, on va retourner sur KiCad, comme on avait dit, pour vous montrer comment faire un composant, un composant un peu plus complexe. Donc, on va créer un nouveau projet. Alors, donc un projet poubelle hein, pour le coup. On va aller là. Voilà. Donc on crée un nouveau composant. Alors, l'exemple que je voulais faire ce soir, c'est un exemple que j'avais documenté pour Franck. Euh, Son but était de faire un coupleur circulaire sur PCB pour de la radio. Donc, le dit coupleur, j'ai sorti la documentation, voilà elle est là. Donc j'avais écrit une petite documentation pour l'aider, et je pense que ça peut être intéressant de le reprendre à la main. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont plus évidentes si je le fais devant vous. Donc, l'idée, c'est de refaire ce genre de structure qu'on retrouve assez régulièrement sur les circuits radio, parmi beaucoup d'autres.
Alors je sais pas si vous entendez le bordel autour, parce que ça va peut-être être gênant dans le stream. Parce que c'est bon, vous l'entendez pas trop, ok. Bon, alors du coup, on va essayer de faire ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour le moment dans KiCad, la vérification, le DRC, donc la vérification de structure du PCB, elle va pas supporter les courts-circuits. Enfin, disons qu'il va un composant comme ça, d'accord. Sur les 4 branches, on va être connecté à des nets différents, hein, puisque sur le schéma, ça correspondra à des contacts différents. Le problème, c'est qu'au moment de la vérification du circuit, KiCad va dire que tout ça là, ça forme un court-circuit entre les 4 branches. Et en soi, il a raison. Parce que il n'y a pas de fonctionnalité pour lui dire t'inquiète pas, c'est de la radio, je sais ce que je fais. Donc on verra qu'à la fin, on va devoir bricoler un peu pour, pour se protéger de ce problème-là. Il faudra travailler avec. Donc l'idée, ça va être de découper cette structure en éléments basiques pour pouvoir créer un composant. Alors, autre chose aussi, ce genre de structure, si vous savez ce que vous faites et que vous comptez pas la réutiliser, vous pouvez aussi la dessiner directement sur le circuit. C'est-à-dire que ça va permettre vous pouvez le dessiner directement avec de la zone de cuivre. Bon, je vais essayer de vous montrer tout ça, mais surtout la partie composant, parce que dessiner directement sur le PCB, c'est pas réutilisable, et si vous devez modifier quelque chose, c'est assez complexe. Donc on va tout de suite aller dans l'éditeur de composants, enfin de footprint, même d'empreintes, et donc on va dessiner cette empreinte que vous avez vue. Alors je vais, pareil comme d'habitude, vous expliquer un peu au préalable la démarche, parce que ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué à comprendre sur certains aspects. Donc, en fait, quand on a un composant, donc si je dessine, c'est comment déjà que... Et il peut pas faire de trait droit avec ce truc. Je sais plus quel outil j'utilisais. Ah, c'est ça, voilà. Donc, quand on dessine une empreinte, hein, prenons par exemple une empreinte de composant standard, comme ça. Là, on a un plan de masse. En fait, je suis un peu bête parce que on va le faire directement avec des carrés, ce serait plus simple. Donc on a le plan de masse là, et puis on a des pattes autour. Vous reconnaîtrez là un magnifique package SOT 23.6, tout à fait régulier. Ah, no sound, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de son ou ça veut dire qu'il n'y a pas trop de bordel? Et du coup, en fait, quand on a un composant comme ça, il faut bien comprendre que ça c'est une empreinte totale, mais que dans cette empreinte, on a après des... Mince, comment ça s'appelle? On a des plages d'accueil qui sont en fait les pads. Donc c'est les zones sur lesquelles le métal du composant va venir se souder lors de l'assemblage. Et en fait, ce que KiCad permet de faire, c'est de définir des pads, mais qui vont avoir une forme complètement arbitraire. Donc c'est-à-dire qu'on peut, si on veut, dessiner un pad comme ça, du moment qu'il est fermé. Donc il faut toujours que le pad en question soit fermé. D'accord? Pas que ce soit une zone ouverte, on peut facilement comprendre pourquoi, hein, parce que sinon il sait pas où est-ce qu'il doit arrêter la zone de cuivre. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, le gros intérêt de cette technique-là, c'est que quand on a un coupleur comme celui qu'on voulait faire tout à l'heure, on a un cercle, et puis on a des sorties. Alors, je savais même pas qu'on pouvait faire ça dans ce logiciel, apparemment on peut attraper des objets. Magnifique, on n'arrête pas le progrès. Pour moi c'était un paint en amélioré, mais non, c'est encore mieux que ça. Voilà, donc on a un, comment ça s'appelle, un composant comme ça,
qu'on peut découper en morceaux, vous voyez, avec le cercle et les entrées. Alors, ici, il est à la fois simple et compliqué ce composant-là, mais au premier coup d'œil, on peut rapidement voir comment on va découper ce composant. On voit qu'ici, il y a deux formes relativement similaires. On a pareil là deux formes relativement similaires, et puis après on a les sorties. Donc moi ce que je propose là, c'est pour le cercle de le découper en 4. Et c'est ce qu'on va, on va faire juste après. Donc il va falloir aussi expliquer autre chose, parce que j'ai vu que ça avait été source de confusion. Une empreinte, elle a son système de coordonnées. Donc elle a un système de coordonnées comme ça, avec par exemple le 0 qui est quelque part par là. Voyez. Donc ça, c'est le système de coordonnées de l'empreinte, où chaque pad ici va avoir son 0 qui est aligné dans le système de coordonnées global de l'empreinte. Par contre, vous allez voir que quand on définit ce pad custom, on va travailler dans son propre système de coordonnées. D'accord ? Donc là, tout de suite, vous voyez peut-être pas pourquoi je vous dis ça, mais on va vite comprendre que ça demande une petite gymnastique, notamment quand on veut faire des cercles, pour shifter, enfin pour décaler le centre dans le sens qui va bien. Donc, on va s'y mettre tout de suite. Donc là, on a un footprint editor. Donc, alors oui, alors j'avais des mesures hein, pour le comment ça s'appelle, pour le coupleur, hein, vous voyez, donc on a ici 27,8 au centre, 26,6 entre les deux bords ici, et alors on avait défini que ici c'était 1,6 dp et ici c'est 2,4 dp. Vous voyez, j'ai fait quelques calculs pour pouvoir calculer les coordonnées. On va s'y attarder un peu. Donc, on va donc commencer par créer les morceaux du cercle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un nouveau composant. Voilà. Et on va poser un nouveau pad. Par exemple, on va faire l'arc de droite. Donc, là, j'ai posé un composant. Non, pas un composant, un pad, pardon. Vous voyez, je l'ai posé dans le système de coordonnées de l'empreinte. Quand on est dans cette fenêtre, on est dans le système de coordonnées de l'empreinte. Donc ici, on a le 0 de l'empreinte. Et ici, on a la coordonnée de notre pad. Quand on ouvre et qu'on édite, tant qu'on est dans l'onglet général, les coordonnées que vous voyez là sont les coordonnées de placement du pad dans le système de coordonnées de l'empreinte. Donc là, on va dire qu'on veut une forme custom, donc spécifique. Alors, avec un accrochement en cercle, alors ça vous verrez plus tard pourquoi. C'est par rapport à la façon dont les coordonnées vont être gérées, j'y reviendrai après. Donc, on va créer une forme. Donc pour créer une forme, maintenant, on a sélectionné Custom ici. Ici, pour le moment, on va pas s'occuper de ça. On va aller dans Custom Shape Primitive, ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner, alors, on va dessiner le composant, enfin le pad. Arcalex, tu me demandes qu'est-ce que c'est que mon but final avec KiCad. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout à fait la question, mais je l'utilise tous les jours, projet perso et projet pro. Pour faire du design principalement radio d'ailleurs dans mon cas. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à poser des questions, je regarderai. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le pad. Alors rappelez-vous bien, tout ce qu'on va définir dans ce tableau va être centré sur le centre du pad. Donc tous les calculs qu'on aura fait dans le domaine de l'empreinte, il faudra les décaler correctement pour qu'après ça puisse retomber comme il faut. Donc là on a une liste vide ici, et là on a des boutons. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire ajouter une primitive.
Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter un arc de cercle. On dit OK, et alors, c'est là où ça commence, où ça va être joyeux. Alors en plus, alors on va peut-être être confronté au bug parce que je sais plus dans quelle version je suis exactement, mais dans la traduction française il y a un problème, alors pas dans l'anglais, mais si jamais vous utilisez la traduction française, je crois me rappeler qu'il y a un problème entre le start point, donc point de départ, et le centre qui sont inversés dans la traduction, enfin, on reviendra là-dessus après. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est faire notre arc de cercle. Alors, on va reprendre le calcul. Alors c'est là où ça peut un peu faire mal au crâne, et il faut bien réfléchir avant de se lancer dans le design, du composant, parce que là, il y a des façons qui vont être plus simples que d'autres. Alors, si on regarde le composant que je veux faire, rappelez-vous, on se concentre sur l'arc de cercle à droite. Donc on sait ici qu'on a, en plus il y a des erreurs dans mes calculs parce que du coup les calculs que j'ai fait là, il sera 2 fois plus grand. Parce que du coup en fait ici ça devrait être 13,3 le rayon, j'ai utilisé 26,6, enfin bref. Voilà, c'était pour l'exemple et j'ai pas revérifié derrière. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on veut cet arc de cercle là, d'accord. Ici, il faudra alors qu'il soit à 26,6, d'accord, centré à 26,6. On sait qu'il va commencer en ce point-là et qu'il va devoir se dérouler là. Alors, pour l'angle de l'arc, il n'y a pas trop de problème, ça va être 90 degrés. Voilà, donc l'angle, on va pouvoir tout de suite rentrer 90 degrés. Ça, c'est pas un souci. Par contre, le souci qu'il y a, ça va être de calculer le start point. Alors, le start point, on va définir que c'est lui, d'accord? Donc, ici, le start point en X, j'avais fait le calcul, je crois pas que je l'ai rentré. Non, c'était ça en fait. Donc là, on est là, et le start point en X, ça va être lui. Donc quand on fait le calcul ici, que je me rappelle bien que je dise pas de bêtises, oui c'était bien ça, c'était cos pi sur 4 fois 29. Pourquoi je... Non, attendez, pardon. Fois 29, pourquoi j'avais fait... Ah bah si, c'est bon, en fait c'est ça. Donc c'est cos pi sur 4 fois 29 ici, pour obtenir x. Mais rappelez-vous, ça, c'est dans l'empreinte. Donc en fait, il va falloir retrancher 26,6 à ça. Vous voyez, même moi, en fait, j'arrive à m'y perdre, mais si, c'est bon. Il va falloir retrancher 26,6 parce que le 0, on le veut ici. Donc en fait, il faut glisser tout ça vers la gauche. Donc je vous montre l'exemple. Donc, on va lancer tout de suite une calculette parce que je vais en avoir besoin assez souvent, je pense. Donc il y a un peu de gymnastique, et honnêtement, je pense que le mieux à faire, et je pense que j'essaierai de le faire, c'est que je vais faire quelques scripts pour générer ce genre de forme, comme j'avais fait pour les QFN et les BGA. C'est quand même plus simple. On a cos pi sur 4 fois 29. Donc là, on est à 20,5. Et donc en fait, on va retrancher 26,6 à ça. Donc ça nous fait moins 6,09. Donc là, on sait qu'en X, on veut commencer à moins 6,09. C'était ça, c'était ça. Après, il nous faut la coordonnée en Y. Alors pour la coordonnée en Y, c'est la même chose, sinus pi sur 4 fois 29, d'accord? Donc en fait c'est ici. Donc on l'a là. Sauf qu'on veut la décaler par... non, c'est-à-dire celle-là, non, je dis des bêtises, on la décale pas justement, puisque pour le coup, on glisse tout vers la gauche, on a dit. Donc ça va être sinus pi sur 4 fois 29, je vous fais le calcul quand même si, normalement, il n'y a pas besoin. Voilà, et ça nous fait 20,5. Alors, en même temps que je suis en train de vous le faire, j'ai beau l'avoir fait 10 fois ce truc, à chaque fois je suis jamais sûr de moi parce que il y a quand même une sacrée gymnastique. Et alors, le centre, ah oui, alors c'est là la blague, c'est que ça c'est un arc de cercle dont le centre est ici à 0. Mais il est à 0 dans le système de coordonnées de l'empreinte. Donc dans le système de coordonnées du pad, donc de l'arc où le 0 est censé être ici, même topo.
on décale de 26,6. D'accord? Vous allez voir, vous allez comprendre, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, moins 26,6. Là, on croise les doigts. Et par contre, là, alors là, je suis assez surpris par contre. Est-ce que j'ai un bug? Je comprends pas parce que normalement là il est censé me donner le... Ah, là, il y a peut-être de ça, c'était 2.4 l'épaisseur. Voilà. Ah ben, vous voyez, j'ai encore réussi à avoir tout faux. Oui, alors je vais le préciser parce que c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Alors déjà, je me demande si... Alors... Parce que... Je me demande si sur cette version-là, il n'y a pas le bug aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez que même moi j'arrive à me faire avoir alors que je l'ai fait je sais pas combien de fois. Effectivement, alors que je reprenne. Parce que ah oui. Y, ah oui, parce que alors les Y ça marche à l'envers, c'est-à-dire que les Y, ici c'est 0 et plus on descend, plus les Y montent, plus on monte, plus ils sont négatifs. Donc déjà dans mon cas ce sera moins 20.5. Voilà, on y est presque. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a décalé? Je vais regarder ça tout de suite. Vous voyez, c'est la forme qu'on essaie d'avoir. Donc, ici... Alors, je vais regarder. On va regarder tout de suite pourquoi j'ai dû me tromper quelque part. Mais vous voyez, ici, on a le point de départ, normalement, qui est en X à moins 6 et en Y à moins 20. Et on trace un arc de cercle de 90 degrés. Alors, pourquoi est-ce que il passe pas par le 0? J'ai dû faire une erreur quelque part. Pourtant ça, c'est un modèle que j'ai fait. Je me rappelle plus. J'ai dû faire une bêtise. Je suis désolé, hein, mais c'est vraiment, c'est vraiment assez compliqué comme. Ah bah d'ailleurs, ah oui, ah, d'accord. Donc apparemment j'avais même pas utilisé les mêmes valeurs. Ah oui, c'est moi qui suis bête, c'est normal. Ok, c'est moi qui ai confondu. Du coup, parce que ici, il faut que je décale de 29 du coup. Non, il faut que je décale de 26,6 plus 1,2 pour prendre en compte l'épaisseur. Oh, je suis vraiment désolé, mais en fait j'espère juste une chose. Pas forcément que vous serez capable de refaire celui-là, hein, parce qu'il fait mal au crâne. Par contre, que ça va vous montrer un peu toutes les astuces qu'on peut utiliser pour faire des custom shapes et donc des footprints, comment dire, des footprints un peu spécifiques. Donc oui, donc là en fait c'est moins 28,8 parce qu'il faut décaler de la moitié pour aligner le centre. Ok. Et ça, eh ben oui, et du coup lui c'est pareil, c'est qu'en fait c'est ça, moins 28,8. Moins 8,9. Voilà, on retombe sur nos pieds. Voilà, on est bon. Donc là vous voyez, on a notre... Ouais, alors je suis assez d'accord Arcalex, et il y a peut-être quelque chose, hein, il faudrait que je vérifie. Mais c'est clair que les coordonnées polaires pour ce genre de choses, ce serait parfait. Après, la réalité, hein, c'est que si jamais tu as besoin de faire ce genre de footprint régulièrement, écris un script Python. Ça va beaucoup plus vite. Surtout que je vais vous montrer tout à l'heure l'utilitaire qui est intégré, qui permet de faire directement des générations paramétriques. J'en ai custom quelques-uns, notamment pour les QFN. Parce que très vite, si tu es sûr d'en faire plusieurs, il vaut mieux passer le temps d'écrire le script pour pas faire de bêtises. Donc là, vous voyez, on a notre pad qui est défini. D'accord? On a dit tout à l'heure qu'on voulait l'avoir à 26,6 de position. D'accord? Mais 26,6, effectivement, c'était sur le centre. C'était là mon erreur que j'ai encore oublié. Donc en fait, le centre, il est à 26,6 plus la moitié de l'épaisseur. L'épaisseur étant de 2,4, ça fait 26,6 plus 1,2.
1,2. Ça fait 27,8. Non, j'ai même fait une bêtise encore, mais bon. Ouais. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. Et du coup, il faut qu'on décale le footprint ici, donc on va le mettre à 27,8. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. On a ici ce pad. Et alors, ce qui vient, on va le numéroter. Pour le moment, je vais le mettre à 0. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, on a ce pad là. Ce qui est sympa dans KiCad, c'est qu'il va, comment dire, il va garder la mémoire du pad précédent. Donc quand on va cliquer là, on a le même qui arrive. Et là, j'appuie sur R pour faire une rotation. Je le place à peu près. Je double-clique pour l'éditer. Et là, on se rappelle, donc c'était moins 27,8 et la position en Y à 0. Et là, on a déjà les deux parties du cercle, ce qui est assez sympa. Donc il est incrémenté tout seul, on va le forcer à 0 aussi, voilà. Donc là, on a les deux premières parties du cercle. Donc il va nous manquer la partie haute du cercle. D'accord? Alors, pour la partie haute du cercle, on va en poser un peu au hasard, on double-clique, on va l'éditer. Tout ça, pour le moment, on n'y touche pas, on retourne ici. Donc ici, on va modifier l'arc qu'on avait tout à l'heure. Alors, on va pas refaire tous les calculs pour pas vous embêter trop, mais je crois que je les avais fournis. Non, ah non, je les ai pas fournis évidemment. Suite était trop simple. J'aime bien me faire souffrir. Donc, on va reprendre les calculs. On va essayer de pas faire de bêtises cette fois. Ici, on a 1,6. On a 27,8 sur le centre, donc ça fait plus 0,8, ça fait 28,6. Donc on va tout de suite rajouter l'arc. Donc ça on le calcule après. Ça on le calcule après. On a dit moins 28,6 du centre. L'angle il sera toujours de 90. Ce qu'on va vouloir c'est commencer ici en x négatif et finir en x positif. Donc on va reprendre les calculs ici. Dans ce cas-là, le point. Ah si, parce qu'en fait je les avais mis au même niveau. Donc en fait, ça va garder on va garder les mêmes calculs parce que c'est vrai que moi je les avais reliés par le centre dans cet exemple. Attention, sur certains coupleurs, ils sont pas reliés par le centre, ils sont reliés par le bord. Donc, si on reprend, on a ici le point en X. Pareil, il est à l'opposé d'ici, hein. Donc il est équivalent à celui-là ou à celui-là mirroré. En fait, on peut même partir dans l'autre sens si vous voulez, je crois que ça marche. Donc on peut récupérer le point qu'on avait là, ici. Donc 20.5, c'était peut-être ça mon erreur, je crois que j'ai mis 0,5 tout à l'heure. C'est peut-être ça qui a gêné. Donc, si on se met là, on se met en négatif. Et pour le Y, on va reprendre le même, hein, puisqu'on repart au même niveau que l'autre. Est-ce que ça passe? Non, ça n'a pas fait tout à fait ce que je voulais. Ah oui, alors parce que cette fois le centre du demi-cercle, on va le décaler que d'un rayon sur deux. Pourquoi je vous le remontre? Parce que comme là on est ici, d'accord? Quand on l'a dessiné, il était là, donc il faut remonter. Donc cette fois c'est en Y qu'on va remonter et non plus en X qu'on va décaler. Honnêtement, hein, c'est pas grave si vous comprenez pas tous ces calculs là, j'essaie juste de vous montrer comment faire. Hein. Parce que après ce sera à vous de construire. Et je vous dis très vite, on préfère faire des scripts. Donc après je passerai sur vous montrer comment utiliser le système de script pour faire vos composants plus rapidement, ce sera clairement plus productif. Et donc là, on avait dit que c'était moins 27.8, je crois, pour celui-là. Vous voyez, je m'en sors même pas. Pourtant, le start point en X, il est censé être négatif. J'ai décalé en Y. Ah. Alors, souvent, ça vaut le coup de revenir à 0 comme ça. Et de comprendre ce qui se passe. Le start point, il me l'a mis là. Ce qui est logique. Par contre, c'est en Y
Voilà, donc là on a notre 90. Donc le start point, eh ben déjà vous voyez le start point il est même pas logique parce que il me le met pas en négatif. Et là il aurait tendance à être bon. Ah, voilà. Ça c'est la blague que j'attendais. Donc, le start point en fait il est là, ici. Qui me l'a mis là où il fallait. En Y si je le monte un peu. Et oui voilà c'est moi qui suis bête, c'est parce qu'en fait... Bah non attendez. Ah oui c'est vrai, alors merci Franck. C'est vrai. Là, dans ce sens-là, je crois que les Y effectivement sont inversés par rapport au reste de KiCad. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, c'est vrai, j'avais complètement oublié, merci Franck. Et en fait, dans KiCad, normalement, mais maintenant ça me file un doute, mais normalement les Y en fait sont dans les coordonnées de l'écran, c'est-à-dire que les Y descendent. Sauf que dans celui-là, enfin dans cet éditeur-là, les Y sont dans le sens, oserais-je dire, normal. Donc là, normalement, si on met 8.29, on devrait être à peu près bon. Maintenant, il faut que j'offset le centre. Et non, on n'est pas bon. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin... Ah oui, normalement c'est censé être à peu près bon. Et donc en fait, vous savez quoi? On va tricher un peu parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à vous embêter avec ça. On va utiliser une technique de Sioux qui s'appelle abandonner la bataille discrètement. Même comme ça, je suis pas sûr que ce soit bon. Bref, si, il est à peu près centré. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer comment on fait comment dire, des pads custom. Ah oui, vous précisez aussi autre chose. Pourquoi est-ce qu'on fait autant de gymnastique complexe? C'est parce qu'en fait, il faut forcément, vous voyez ici, il veut toujours avoir du cuivre à 0 sur un pad, et il faut qu'un pad soit toujours représenté par une seule surface de cuivre. Donc ça c'est très important à garder à l'esprit, donc ça va vous obliger dès que vous voulez faire des trucs circulaires, à vous faire un peu mal à la tête avec ce genre de calcul. D'où ce que je disais tout à l'heure, il faut à tout prix faire un script, hein, et pas vous embêter à calculer tout ça, parce que ça va vous faire mal au crâne. Une fois que vous aurez fait un script pour automatiser ça, ça ira mieux. Ce que je ferai à la rigueur, c'est que j'enregistrerai peut-être une vidéo offline où je le fais bien du premier coup complètement celui-là, si ça peut intéresser du monde. J'ai pas envie de vous faire passer plus de temps que ça. Donc, sachez qu'on peut faire ce genre de forme, que ça peut parfois être compliqué, d'accord? Que il faut donc surtout quand c'est en coordonnées effectivement polaires, qu'il faut faire les translations, alors surtout qu'en plus dans cette boîte de dialogue il y a des bugs. Je vais essayer de passer un KiCad plus récent, voir s'ils ont corrigé, parce que en fait il y a des choses qui collent pas au niveau, comment dire, au niveau des coordonnées, il y a des choses qui sont pas correctes en fait dans ce système. Et d'ailleurs, bah, vous voyez, si je viens de me rendre compte de pourquoi on avait un gros bug déjà, c'est parce que normalement, quand on pose le composant tel qu'on l'avait défini, il était censé être dans ce sens-là. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça joue sur l'orientation des coordonnées ici. Alors, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Tout de suite là, c'est pas très important, mais c'est qu'en fait, quand on tourne le composant sur lui-même dans l'empreinte, ici on continue à le voir comme il était, mais en fait, il applique une rotation automatique de ce qu'on a appliqué dans l'empreinte. Donc, surtout faites gaffe à ça. J'essaierai de refaire quelque chose de peut-être de plus progressif en prenant une empreinte plus simple initialement. Parce que là, je pense que sinon on va y passer des heures pour rien. Et surtout que ça va m'empêcher de vous montrer autre chose que je voulais vous montrer. Autrefois, je vous en ai pas parlé, quand on crée des composants complexes, alors, ça c'est des composants particuliers liés à la radio, mais quand on crée des composants complexes, on a aussi souvent des composants type BGA, QFN et autres. Alors c'est pas qu'ils sont particulièrement complexes, ils ont la bienveillance d'être très réguliers,
Par contre, les faire à la main, ce serait vraiment très long, hein. Quand on commence à parler de composants qui ont 1000, 1200 pins, tout ça, ça devient compliqué. Ici, dans le Footprint Editor, il y a le Wizard, qui est là. C'est le même avec une petite étoile. Quand on clique dessus, alors oui, on voit apparaître une autre fenêtre avec encore un viewer. On a le même bouton là, on clique, et là, vous voyez, on a tout plein de scripts de génération. Et alors ça, c'est très puissant. Alors, je vais vous en montrer un qui est fourni directement par KiCad, par exemple, pour les BGA, hein, pour ceux qui font de l'électronique un peu haute vitesse. Vous voyez, on clique là, et en fait, on a une vue de l'empreinte là, et cette empreinte ici, on voit qu'on peut paramétrer des choses. Vous voyez, on a deux colonnes, une qui concerne, alors ça après ça se définit, je vais vous montrer un exemple de script que j'ai fait après. Donc on a pads et package, donc ça va concerner les pads et le boîtier. Et vous voyez là, on va pouvoir définir directement par exemple le pitch. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'espacement entre les pattes. Disons que je veux un BGA qui est 0,8 d'espacement, vous voyez il l'a resserré. Et là où je vous dis que ça peut être vraiment très puissant et beaucoup plus pratique que de tout faire à la main, c'est que par exemple si je veux un BGA qui fait 15 par 15, j'ai juste à lui demander. Alors, ah oui, alors c'est parce qu'il vérifie que le package est assez grand. Donc on va tout de suite mettre ici 50 hein, au début, comme ça il n'y a pas à nous embêter. Après on redimensionnera le package. Voilà, vous voyez. Donc là, il les a générés automatiquement, en plus en respectant le bon ordre. Et vous allez voir, en plus, quand ils sont bien faits, comme c'est le cas ici, ils respectent aussi une particularité des packages BGA. Si vous suivez l'alphabet, vous voyez qu'il manque I, et aussi qu'il manque O. Bon, c'est logique, hein, c'est pour pas avoir de confusion entre 1 et 0, I et O. Donc là, on a une génération automatique, qui ma foi est assez sympa et assez puissante. Voilà, on peut générer directement des packages en utilisant ce menu-là. Alors pourquoi est-ce que je vous envoie ici? C'est parce que je pense qu'à terme, ce sera une des meilleures façons de travailler, et que il vaut mieux éviter quand on peut de faire les packages à la main. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est bien malgré moi, et pourtant je vous dis ça fait un paquet de fois que je refais ce truc là, mais à chaque fois je me fais avoir. Dès que je dois faire des packages compliqués à la main, il faut faire les calculs, il faut le revérifier. Ici, une fois que le script est fait, il n'y a pas moyen de faire d'erreur. Alors bon, on fait pas tous du BGA, hein, mais par exemple, si vous avez l'habitude de travailler avec, je sais pas, par exemple, des TQFP, par exemple, vous voyez, vous allez pouvoir générer directement le TQFP qu'il va avoir. Peut-on exclure des billes au centre? Alors, oui, on peut. Je vais montrer juste après, du coup c'est une bonne question, mais en fait, ça se fait pas ici. Donc vous voyez, on peut dessiner plein de choses. Donc on va reprendre un BGA, puisqu'il y a une question dessus. Donc si on génère un BGA, hein, je prends celui par défaut là. On appuie après, alors déjà si vous voulez, pour les packages standards, on peut voir ici une vue 3D, mais comme il n'y a pas de modèle associé par défaut, souvent il n'y a rien. Je pense qu'à terme ce sera amélioré. Et là on clique là pour l'amener dans l'éditeur. Alors oui, tu peux en supprimer. Une fois que tu es dans l'éditeur, rien ne t'empêche de sélectionner une bille, d'appuyer sur supprimer, et voilà. Alors peut-être que tu penses notamment au BGA de DDR, la mémoire DDR, typiquement c'est des longs BGA, avec des lignes et des colonnes vides. Donc on peut très bien, c'est Intel aussi qui aime bien faire ce genre de blague, avec des BGA notamment irréguliers comme ça. Ils sont assez sympas. Donc voilà, donc oui on peut. Alors après, je sais qu'il y a quelques développeurs là qui regardent le stream. Il y a quelques développeurs et ça va leur plaire, parce que les développeurs ils aiment bien faire des scripts, notamment des scripts Python. Donc si on lance un terminal, alors n'ayez pas peur, c'est juste pour vous amener voir. En fait, dans le home, vous avez un répertoire KiCad plugin que vous pouvez créer, et c'est là que vous allez pouvoir mettre vos scripts custom qui va venir chercher. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'ils ont appelé le wizard là, ce sont juste des scripts Python qui sont appelés. Tout ça, ce sont des scripts Python qu'il a trouvés dans différents chemins. Alors il y a les chemins par défaut dans l'install de KiCad, et après il y a le mien par exemple là, qui est dans mon home, mais je pourrais aussi le mettre dans le chemin de l'install de KiCad, bref, ça c'est à vous de voir.
Et vous voyez, là il y a un bouton Update Python Module qui permet, quand vous faites des tests et des modifs, de forcer le rechargement pour éviter de devoir relancer à chaque fois tout l'environnement. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec, notamment dans KiCad, il y a un module QFN de base. Alors il a été update avec une modif que je leur avais fourni. Alors pourquoi il... Oui, d'accord, oui, c'est normal. Donc là, le module QFN de base, il est forcément carré, d'accord. On peut pas, voilà, on peut pas faire de nombre impair. Il faut forcément avoir un multiple de 4, obligatoirement. Après, on peut définir la taille. On peut effectivement rajouter des thermales via qui seront chargés. Par exemple, une fois qu'on importe, on se rend compte qu'il y a des trous. Bref, ça, c'est le module par défaut. Moi, avec pas beaucoup d'efforts, je l'avais modifié il y a déjà longtemps et ils ont fini par l'intégrer. Voilà, j'avais fini par créer un qui permet de faire quelque chose que je trouve très important, notamment quand on travaille avec des composants radio, encore une fois. Les composants radio, je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien faire des QFN qui sont pas carrés. Donc ils n'ont pas le même nombre de pins sur les lignes et sur les colonnes. Du coup, vous voyez, très facilement, on peut rajouter des paramètres et les prendre en compte différemment. Par exemple, moi dans mon script, les pads se définissent de deux manières, c'est-à-dire qu'il y a la longueur du pad, vous voyez, c'est la partie intérieure seulement, et ce qu'on appelle le fillet, qui est la partie du pad qu'on va faire sortir du package, par exemple, vous voyez. Là, c'est la limite du composant. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça marche, c'est pour que vous sachiez que ça existe. C'est vraiment pas compliqué à utiliser. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc là, en fait, on a... Alors, ça, on s'en fout. Ça aussi. Vous voyez, ça, c'est le script tel qu'il a été écrit. Alors, ça va intéresser surtout les développeurs, mais après, ce qu'on pourra faire aussi, et ça me ferait plaisir à la rigueur de le faire, c'est si vous voyez des choses qui sont un peu standards en radio, comme Footprint, vous pouvez me demander et je prendrai le temps d'écrire les scripts qui vont bien pour les générer et après de les pousser chez KiCad pour qu'ils soient intégrés par défaut. Mais donc vous voyez, on a ici toute une API assez sympa qui est liée à PCBnew, donc l'utilitaire de layout de KiCad, qu'on peut importer en Python avec plein de librairies qui ont été toutes faites. Et après on n'a plus qu'à réimplémenter des classes pour construire. Et vous voyez, on retrouve ici les menus que je vous montrais tout à l'heure. Et ces menus derrière, on les utilise dans des fonctions pour faire les calculs et le rendu. Bon, je vais pas rentrer en détail là, mais sachez que ça existe. Sachez qu'il vaut mieux souvent passer par cette solution que par la création manuelle. Et en plus, c'est vraiment pas difficile à faire. Donc, à l'occasion, on pourra peut-être se faire un... Je pense pas que je le ferai en stream, mais si par exemple vous venez sur Twitter ou autre pour me dire ce qui pourrait être intéressant d'avoir comme script, alors il faut que ce soit des choses paramétrables. Typiquement, je pense qu'un des premiers que je ferai, ce sera pour le coupleur qu'on a vu tout à l'heure, parce que là, ça vaut vraiment le coup. Ça fait vraiment trop mal au crâne de devoir le calculer soi-même. Donc voilà, donc là on a un peu vu tout le côté création de composants exotiques. N'hésitez pas à me demander si c'est pas clair. Je sais que c'est un peu compliqué et puis pour le coup on est vraiment dans un domaine où KiCad a du mal encore parce que c'est un domaine qui est très lié à l'interface. Et il faut le reconnaître, c'est un point sur lequel KiCad a du mal. Donc on a vu cette partie-là. Alors je voulais parler de 2-3 autres choses, c'est pour ça que je suis un peu en train de speed parce que je me rends compte que ça fait déjà 45 minutes. Je voulais parler d'autre chose. Je voulais parler de quelque chose d'un peu plus générique parce qu'on m'a posé quelques questions, alors d'ailleurs des questions plutôt en privé. Alors oui d'ailleurs j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions à poser à propos du stream, ou qui sont en lien avec le stream, essayez quand c'est possible de les poser en public, comme ça la réponse elle profite à tout le monde. C'est plus pratique et c'est plus sympa. Alors je voulais parler parce qu'on avait commencé à voir les règles d'intégrité avant, je voulais les reprendre là, mais surtout je voulais commencer à parler du placement de composants. Parce que je vois souvent, alors je vais rentrer dans un débat, guerre de clochers, hein, et je vais me jeter à corps perdu dedans, mais je continuerai pas le débat après, qui est que je suis complètement contre la séparation des plans de masse. Alors ça va peut-être hérisser le poil de certains, c'est un sujet qui revient souvent sur le tapis, est-ce qu'il faut séparer les plans de masse ou pas? Et en fait, alors, c'est que mon avis personnel, hein, mais pour moi, quand on a un problème à se poser la question
si on doit séparer les plans de masse, c'est parce qu'on a mal placé ces composants. Alors, je vais reprendre un des projets que j'avais pris comme exemple, qui était la PLL. Voilà. Donc, je saute un peu du coq à l'âne, hein. On met de côté la partie création de composants. On y reviendra si jamais il y a des demandes plus spécifiques. Et je reviens un peu à ce que j'avais dit, parce que j'avais dit qu'on referait un peu de RF, et j'avais commencé à parler d'intégrité de signaux, et j'avais pas eu le temps de parler du placement des composants. Et je voulais expliquer 2-3 choses. J'avais commencé à expliquer les chemins de retour de courant, sur pourquoi est-ce qu'on doit faire les pistes d'une manière spécifique, qu'est-ce qui se passe dans la physique des pistes. Et donc on m'a posé une question qui est, est-ce qu'à un moment, notamment sur les ADC, est-ce qu'on doit séparer les plans de masse? Et ma réponse c'est non. Alors, pourquoi c'est non? C'est parce qu'en fait, donc on va créer un nouveau dessin. Donc vous vous rappelez de mes super beaux dessins. Ici, j'avais dit on a j'avais dit qu'ici on a le substrat du PCB, vous vous rappelez, et puis au-dessus on avait la piste en cuivre, je sais pas si vous vous rappelez, et puis j'avais dit que en fait les courants qui passent dans la piste, il y a tout un rayonnement électromagnétique qui se fait autour de la piste, une partie qui part dans l'air. Et que ici, en fait, avec le plan de masse qui est en dessous, on a le chemin du courant qui passe sous la piste, d'accord? Et ben, quand on regarde, et là je vais faire une capture d'écran, alors on va layer, non j'ai dit all, voilà comme ça, et juste les fronts, voilà. On va enlever ça parce que ça n'a pas d'intérêt, voilà. Je vais faire une capture d'écran, comme ça je vais pouvoir dessiner dessus pour vous montrer. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc là vous voyez, on a une carte radio typique avec des sorties radio, des PLL ici, et toute une partie numérique ici. En fait, ce qui se passe, c'est que si on prend, par exemple, alors est-ce qu'on a une espèce de surligneur dans cet outil? Pas bien sûr, je lui en demande peut-être un peu beaucoup. Bon, on va voir. Ça fait du noir directement. Pas un surligneur là-dedans. Erase, pencil. Shortcut. Inverser les couleurs, on me dit pourquoi faire. Non, je suis pas sûr de comprendre, parce que madame est très bonne en dessin et moi je suis nul. Mais non, mais je voudrais juste un truc transparent en fait. Je voudrais faire du transparent. Ouais, c'est vrai que ça passera. Merci. Alors du coup, ici là, quand on a par exemple une piste analogique, comme de la radio, on a le courant qui passe sous la piste. Et si on a bien fait les choses, le courant reste sous la piste. Comme vous pouvez le voir là, d'ailleurs on va passer en vert, ce sera plus simple. Pareil, sur cette piste là, on a le courant qui est sous la piste. Et souvent, ce que j'ai vu faire et qui pose des soucis, c'est que les personnes ont placé leurs composants de manière à ce que le chemin de courant de la partie numérique passe sous la piste. Alors pour m'expliquer, vous voyez ici j'ai la PLL. Le signal qu'elle va envoyer là, le courant, il va avoir un chemin, parce qu'il faut qu'il fasse une boucle. Il va traverser comme ça, hein. Il va se propager, et en fait, ce qu'on va appeler le courant miroir, le retour, que je vais faire en jaune, et ben il va revenir à proximité. Comme ça, il va suivre la piste. D'accord? Alors, pourquoi c'est important cette notion? Elle est importante parce qu'en fait, vous imaginez bien que, et on va le dessiner en une espèce de violet rose, que s'il y a des courants autres, hein, d'autres boucles de courant qui viennent d'ailleurs, qui passent en dessous comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que là, à un moment, en un point, on a un courant qui n'est pas tout à fait celui de la piste,
mais qui est différent. Et qu'est-ce que ça fait au final dans les effets qu'on observe? C'est que ça va rajouter du bruit. Et ça va rajouter du bruit sur nos pistes analogiques. Et ça, c'est généralement quelque chose qu'on veut éviter. Parce que sinon, ça veut dire que notre intégrité de signal, elle est pas bonne, ou du moins elle est moins bonne. Et une grosse partie du problème vient que souvent des gens, alors on va faire un truc barbare, mais ça par exemple, c'est du numérique assez rapide. Dessus, il y a des contrôleurs SPI assez rapides. Et bien souvent, ce qui se passe, ou du moins ce que j'ai vu faire, c'est que par exemple, il y a des gens qui vont placer... ça marche pas ce que je veux faire, je voudrais juste... Voilà. Souvent, il y a des gens qui vont placer, par exemple, quelque chose, enfin, des composants numériques là. Et ici, c'est ici, donc pour le mettre en gros et en gras, c'est ici qu'il y a l'alimentation. Cette carte, elle est alimentée par là. Alors, pourquoi j'arrive pas à dessiner? Ah oui, c'est parce que il a la sélection. Là, voilà. Je crois que je suis vraiment nul avec les logiciels de dessin, c'est catastrophique. Close surface. Rien rajouté du tout. Alors je vais fermer ça. Alors, bon. En tout cas, sachez que l'alimentation de cette carte est ici. Et ce qui se passe, si on regarde, c'est qu'en fait, si on a des composants numériques ici, entre l'alimentation et eux, il veut vraiment plus dessiner, quoi. Je sais pas ce que je lui ai fait. Bon, on va revenir en arrière. J'ai l'impression que c'est à partir du moment où j'ai fait la copie qu'il a pas aimé. Je sais pas ce que j'ai fait. Bref. Bon, bah vous savez quoi, hein, on va reprendre ça. Voilà. On va refaire un. Hop. Voilà, donc, ce que je vous disais, c'est que donc, on a nos chemins de courant analogiques qui suivent les pistes, d'accord? Et qui, évidemment, font des boucles entre le composant et le bout. Ce qu'on veut pas, c'est avoir des chemins de courant qui viennent perturber nos chemins de courant analogiques. Et encore moins des chemins de courant numériques, parce que ce sont souvent des saccades. C'est souvent des appels avec des carrés. Et ce que je vois assez souvent, c'est donc que des gens prennent leur partie numérique et la font, alors on va mettre ça en orange, mettre des composants numériques là, entre enfin, de l'autre côté des composants analogiques. Donc quand il y a l'alimentation là, ici, donc si ici on décide que c'est l'alimentation, il faut vraiment que je change de logiciel de dessin, je vous le dis. Ça sera plus simple. Donc là c'est l'alimentation, là c'est les composants numériques. Une fois qu'on a ça, si jamais on a un schéma comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plein de courants, de retours de courant dans la masse qui se font et qui viennent en fait parasiter le signal analogique. Et c'est comme ça qu'on obtient un signal analogique qui n'est pas propre. Parce que vous voyez, ici, cette boucle-là, elle est gênée par toutes les boucles violettes. Donc, généralement, ce qu'il faut faire, c'est penser son placement de composants pour éviter ce genre de soucis. Et alors, on voit que c'est exactement ce que j'ai fait sur cette carte-là. Parce que si on la regarde, comme je vous disais tout à l'heure, ici il y a le connecteur d'alimentation, avec toutes les lignes numériques qui sont là, toutes les lignes numériques haute vitesse, et par là on n'a plus que de l'analogique ou quelques signaux numériques mais très faibles, qui vont pas générer trop de perturbations. On peut aussi s'en rendre compte sur l'autre carte du projet que je vous avais montré aussi, qui pour le coup est assez conséquente. Vous voyez, c'est une carte donc avec ici un très gros module numérique avec du FPGA. Ici vient se connecter à la carte PLL que vous avez vu au-dessus. Et là, vous voyez, il y a les ADC. Et les ADC, on voit bien que là, il y a la partie analogique. Et là, il y a la partie numérique. De même qu'ici, il y a un DAC. Ici, il y a la partie analogique. Ici, il y a la partie numérique. Si jamais, par exemple, là, j'avais eu la mauvaise idée de mettre ici des composants comme les ADC avec des sorties haute vitesse numériques,
vous pouvez être sûr que ça devient perturbé. Donc, pourquoi est-ce que je vous introduis ça? C'est parce qu'on voulait faire de la simulation et de l'intégrité de signaux dans les prochains streams, et que je pense que c'est quelque chose d'important pour répondre à la personne qui m'avait posé la question. Non, je pense qu'il ne faut pas séparer les plans de masse, et même la bonne habitude, c'est d'avoir un plan de masse complet sur la couche en dessous de ces signaux de radio et de ces signaux de vitesse. Comme ça, les miroirs de courant se déploient directement dedans. Mais par contre, il faut prévoir son placement de composants pour ne pas avoir d'enchevêtrement analogique numérique. Alors vous inquiétez pas, j'y reviendrai, et j'y reviendrai avec un exemple plus parlant avec un simulateur, qu'on voit en direct ce que ça fait quand on fait ce genre de, on va appeler ça de bêtises, même s'il n'y a pas de jugement. Donc voilà, je voulais prendre un peu de temps pour répondre à la personne, vous inquiétez pas, on plongera plus en détail là-dedans, d'accord? Dans ce que je voulais voir aujourd'hui, on a quasiment fait le tour, je fais un peu de règles d'intégrité de placement. L'introduction à la simulation, on va la garder pour après, c'est vraiment un stream qu'il va falloir que je prépare, parce que là ce sera beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu faire ce soir ou même les fois d'avant. Alors, de toute façon, on va finir là parce on a fait quasiment 1 heure. Et je veux pas dépasser 1 heure. Donc, je vous invite à regarder, si vous n'avez pas vu les streams d'avant sur YouTube, je les ai tous mis. Alors, non retravaillés, mais ils sont sur YouTube. Donc, il faut naviguer un peu pour sauter les moments de blanc. Du coup, pas de stream sur les 2 vendredis prochains. Ça va aussi me laisser le temps d'un peu plus les préparer parce qu'on va attaquer des cycles un peu plus compliqués. Franck, il faut qu'on s'envoie un message à un moment pour faire ton PA un peu en live là pour qu'on fasse ta copie de carte de dev sous KiCad. Donc ça aussi sera quelque chose à préparer. N'hésitez pas si vous avez des questions, et comme je disais, n'hésitez pas si vous voudriez, si vous voulez, ça n'a aucun sens, c'est nul. Si vous voulez qu'on écrive des scripts particuliers ensemble ou pas d'ailleurs, je peux le faire dans certains cas, pour générer les empreintes. Donc voilà, donc je suis désolé pour ce stream un peu bordélique. Pourtant je l'avais préparé avec cette histoire de coupleur, mais chaque fois c'est le problème, et la prochaine fois je reviendrai avec un script qui le fait tout seul. Comme ça on se fera moins mal à la tête. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions. Ça a été un peu chargé ce soir. J'espère revenir dans du coup 3 semaines, c'est ça. Dans 3 semaines avec un stream un peu plus carré et un peu mieux maîtrisé. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas, si vous en vient à l'esprit après, à me joindre sur Twitter ou Discord ou IRC ou n'importe où. De toute façon, je suis assez joignable. Voilà. Bon je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.